Bien, donc je vais vous parler de Max Weber et son rapport à Marx et son diagnostic critique du capitalisme. Hein, c'est ça qui m'intéresse essentiellement. Bon, est-ce qu'on peut prendre ça dans la main? Non. Hein? Non. Non, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Beaucoup. Non, ça va. Non, la tolérance du cinéaste. Bon, ok. Ça s'écroule. Tu en as deux d'un coup. Oui, il s'écroule tout le temps. Je les tiens à la main. Je t'en prie, mais les deux à la fois, d'accord? Ok, voilà. C'est mieux. Bon, donc je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Weber et Marx. Évidemment, Weber et Marx, c'est deux personnages que tout oppose, du point de vue philosophique, politique, intellectuel, etc. Bon, c'est évident. Pas bon. Marx est dans le camp du prolétariat, Weber plutôt dans celui de la bourgeoisie. Marx est socialiste, Weber antisocialiste. Marx est internationaliste, Weber est patriote allemand jusqu'au bout, presque. Bon, quoi d'autre? Marx est un disciple matérialiste de Hegel, Weber est un néo-kantien, etc. On pourrait continuer la liste. Donc, c'est deux mondes complètement opposés, n'est-ce pas? Et pourtant, nous allons voir que il y a certains rapprochements. Bon, ah oui, j'ai oublié de dire un autre conflit évident, c'est sur les origines du capitalisme. Les origines du capitalisme. Alors, je vais commencer par ça, les origines du capitalisme, où il y a là aussi deux thèses qui s'affrontent. Bon, souvent, nous les marxistes, on a un peu tendance à dire, Marx a fait une analyse matérialiste des origines du capitalisme comme étant un phénomène fondamentalement économique, et Weber est un idéaliste qui essaie d'expliquer l'origine du capitalisme par la religion, l'esprit, etc. Bon, cette présentation des choses n'est pas totalement fausse, mais elle est quand même assez fausse. Pourquoi? D'abord parce que Weber, dans son livre le plus connu dont nous allons parler, qui est L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il n'essaie pas vraiment de démontrer que le capitalisme est le produit de l'éthique protestante. Parfois, il se laisse aller un peu à cette tentation, il polémique contre le matérialisme historique, il dit non, mais c'est la religion qui, etc. Mais bon, c'est quelques passages, 2 ou 3. La thèse essentielle du livre n'est pas celle-là, c'est le fait qu'il existe entre les deux, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, une connexion qu'il désigne par les termes Verwandtschaft, affinité élective. Bon, je pourrais parler 1h30 sur l'affinité élective, mais je vais m'abstenir. Donc, simplement, restons là. Le rapport entre les deux, entre le phénomène religieux et le phénomène économique, est un rapport d'affinité élective où chacun, disons, un rapport réciproque, disons, pas un rapport de causalité directe. Bien. Or, Marx, d'abord, il y a un texte de Marx très intéressant, dans le Grundriss, le fondement de la critique de l'économie politique, où Marx dit entre l'éthique calviniste et l'accumulation du capital, l'activité capitaliste, etc., il y a une connexion, Zusammenhang, c'est le mot allemand. Donc c'est une idée très proche de celle de Weber. Donc c'est pas là où se trouve le grand désaccord, dans le fait qu'il y a une connexion entre les deux, entre l'éthique protestante et le capitalisme. La différence se situe à un autre niveau, et ça, on n'est pas toujours conscient. Donc, ce n'est pas une affaire matérialiste contre idéaliste, c'est une affaire politique. C'est ça, c'est là où il y a la contradiction. Elle est politique. Pourquoi? Parce que la thèse de Weber, pour la résumer en 2 mots, évidemment, elle est beaucoup plus complexe. L'origine du capitalisme, c'est de gens, souvent des calvinistes, des bourgeois calvinistes, qui, selon l'éthique protestante, travaillent beaucoup, parce que c'est une obligation religieuse de travailler,
dépense très peu parce que l'ascétisme puritain interdit les dépenses somptuaires, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il gagne? Il l'investit dans son entreprise, qui au début est une petite entreprise, après devient une moyenne, une grande, etc. Bon, voilà un peu l'origine du capitalisme. Bon, je simplifie, grossièrement. Mais il y a quand même ça. Or, cette présentation des choses, elle est apologétique du capitalisme. Parce que c'est un peu les discours que font les capitalistes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent les capitalistes? Comment je suis devenu riche? Comment je suis devenu millionnaire, multimillionnaire, billionnaire, etc. Eh bien, j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas gaspillé mon argent, je l'ai investi, et voilà, je suis devenu millionnaire, je suis devenu Bill Gates, etc. Bon, donc, l'argument de Weber finit par aller dans le sens des discours d'auto-apologie, disons, des bourgeois eux-mêmes. Bon. Par contre, l'analyse de Marx, qui se trouve dans le chapitre Accumulation primitive du premier volume du Capital, met l'accent sur toute autre chose. Il dit, c'est pas une analyse économique, c'est une analyse politique. Il dit, l'origine du capitalisme, c'est quoi? C'est les guerres coloniales, le pillage des colonies, les guerres de conquête, l'extermination des indigènes, le trafic de noirs, etc., l'intervention brutale de l'État en expropriant les paysans, en les chassant de leurs terres. Non, voilà, c'est le rôle de la violence de l'État. C'est ça l'accumulation primitive. C'est ça l'origine du capitalisme selon Marx. C'est l'exercice de la violence de l'État. Bon, donc voilà une analyse qui évidemment est beaucoup plus critique du capitalisme de son origine. Donc voilà, là effectivement, il y a une contradiction très évidente entre la thèse de Weber, qui a cette coloration apologétique, et celle de Marx, qui est une critique radicale, disons, des origines de l'accumulation du capital. Bon. Maintenant, voilà, donc ça c'est le premier aspect où leurs analyses sont tout à fait à l'opposé, tout à fait à l'opposé, mais c'est pas une affaire matérialisme-idéalisme, c'est pas une affaire économie versus facteurs religieux, etc. Non, la différence, elle est essentiellement dans l'analyse historique et elle a un fond politique évident. Bien. Maintenant, Weber avait un rapport ambigu envers Marx. C'était à la fois un adversaire, mais quelqu'un qui l'admirait, quelqu'un qui l'admirait et quelqu'un qui l'a lu de près. Et bon, maintenant, si on lit des textes de Marx et de Weber, c'est facile de faire la différence. Bon, je vais vous lire, par exemple, quelques passages. Vous allez voir tout de suite de qui il s'agit. Bon, par exemple, qui est-ce qui a écrit « Le capitalisme présuppose une appropriation de tous les moyens matériels de production par des entreprises profitables autonomes et privées. Qui a dit que les travailleurs libres, entre guillemets, c'est des personnes qui sont dans la nécessité économique de vendre librement leur force de travail sur le marché? Et qui a dit que la loi des pauvres de la reine Élisabeth au XVIe siècle en Angleterre a été la mise en œuvre par l'État de l'expropriation des petits paysans dépendants par les plus gros fermiers? Voilà. Qui a dit tout ça? Eh bien, c'est Max Weber. C'est Max Weber. On dirait que c'est Marx, mais c'est Max Weber. Bon. Quand j'ai fait des cours avec mes étudiants, je m'amuse à lire ça et après je fais un sondage. Alors, quelles citations sont de Marx et quelles sont de Weber? Bon, les opinions se divisent moitié-moitié. Bon, en fait, ils sont toutes de Weber. Ils sont toutes de Weber. Ça montre à quel point son analyse de qu'est-ce que c'est le marxisme, comment il fonctionne, a été quand même marquée par les idées de Marx. Et il y a une conférence de Weber en 1918 sur le socialisme, en fait contre le socialisme, contre le socialisme. Il était antisocialiste. Mais au milieu de cette conférence, il ne peut pas s'empêcher de rendre un hommage à Marx, et pas à n'importe quel texte de Marx, au manifeste communiste. Et il dit, voilà, les manifestes communistes, c'est une œuvre dans son genre d'une valeur scientifique extraordinaire. Je cite comme ça, de mémoire, mais c'est à peu près ça.
C'est une œuvre d'une valeur scientifique extraordinaire, même si elle a des conséquences politiques un peu désagréables. Bon, probablement il pense à la révolution russe, etc., des choses comme ça. Bon. Deuxièmement, il dit, c'est une œuvre qui est erronée à beaucoup d'égards, mais qui est pleine d'esprit, Geist. Elle est pleine d'esprit. Donc, elle est pour nous beaucoup plus intéressante qu'une œuvre médiocre qui peut être correcte dans le fait, mais qui manque d'esprit. Hein? Donc voilà, il préfère Marx à ces auteurs médiocres sans esprit. Bon, donc voilà ces rapports ambigus envers Marx. Et ce qui caractérise bien les personnages. Le personnage est plein de contradictions et d'ambiguïté. Ce qui fait aussi son intérêt. Bon, et on retrouve les ambiguïtés dans son rapport au capitalisme. Et là, on dirait même que Weber, c'est presque un personnage schizophrène. Hein, parce que d'un côté, c'est un bourgeois. Et quelqu'un qui s'identifie avec le destin impérial de l'Allemagne, capitaliste. Quelqu'un qui pense que le capitalisme, c'est le système économique les plus rationnels, les plus modernes, les plus efficaces, incomparablement plus efficaces que tous les autres antérieurs. Hein, et qui veut que l'Allemagne devienne une puissance capitaliste industrielle moderne. Hein. Bon. Donc ça, c'est Weber le bourgeois. Mais il y a l'autre côté, bon, dans cette espèce de tension, de cette contradiction qui traverse les personnages, qui est Weber est aussi un intellectuel. Et un type spécial d'intellectuel, un professeur d'université, ce qui en Allemagne n'est pas une petite chose, hein, c'est pas comme en France. Hein. Herr Professor, Doctor, hein, c'est quelque chose hein, dans la hiérarchie sociale. Bon, donc c'est ce qu'on appelle un mandarin. C'est un mandarin universitaire. Et les mandarins universitaires, en tant que tels, en tant que des hommes des cultures, Kulturmensch, avaient une attitude de méfiance envers le capitalisme. En Allemagne, en Europe centrale en général, et ailleurs, mais disons en Allemagne. Et il y a un texte d'un observateur contemporain de cette époque, fin du 19e, début du 20e, qui résume très bien cette attitude des mandarins universitaires, dont faisait partie évidemment Weber. Bon, alors je vais vous lire ces passages parce qu'il est vraiment intéressant. Alors, l'aristocratie de l'éducation, comme elle aime être désignée, est une couche de la population qui observe la procession triomphale du capitalisme de façon sceptique et durement critique. Ses membres regardent avec méfiance l'abolition de formes traditionnelles de la communauté et l'anéantissement de nombreuses valeurs éthiques et esthétiques liées à ces traditions. Ils doutent du fait que la domination du capital puisse mieux garantir la liberté personnelle et le développement de la culture intellectuelle, esthétique et sociale qu'il représente. Donc, aujourd'hui, les représentants des intérêts supérieurs de la culture tournent le dos et s'opposent avec une profonde antipathie à l'inévitable développement du capitalisme. Voilà un diagnostic, disons, une analyse qui montre bien cet état d'esprit. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur de cette citation. Ceux qui ont lu mon livre s'abstiennent. Bon, c'est Max Weber lui-même. Hein. Voilà, c'est Max Weber lui-même qui fait ces diagnostics. Et évidemment, il parle aussi de lui-même, en partie en tout cas. Hein. Il parle aussi de lui-même. Bon, voilà un peu un état d'esprit qu'on désigne, le sociologue de la culture, les historiens des idées, en Allemagne, désigne comme un courant qui s'est développé à la fin du 19e, début du 20e siècle en Allemagne, en Europe centrale. Les termes qu'on utilise, c'est Kulturpessimismus, le pessimisme culturel. Bon, alors certains auteurs qui travaillent sur le pessimisme culturel affirment qu'il s'agit d'un courant réactionnaire
qui s'opposaient effectivement au capitalisme, mais au nom de la tradition, du conservatisme, etc., bon, dont certains représentants vont finir dans le fascisme, etc. Bon, ça c'est vrai. Hein. Donc, dans le pessimisme culturel, il y a un courant de droite, réactionnaire, conservateur, dont certains membres vont aller vers le fascisme. Mais c'est plus compliqué, parce que dans le pessimisme culturel, il y a aussi une gauche. Hein, il y a une gauche. Juste pour donner un exemple, Walter Benjamin. Walter Benjamin, c'est quelqu'un qui disait, dans un article de 1929, le vrai révolutionnaire est toujours un pessimiste. Hein, une provocation. Mais être marxiste, être communiste, c'est organiser le pessimisme. Voilà. Donc, voilà une variante de gauche, ou même d'extrême gauche, du pessimisme culturel. Bon, Weber, en fait, ne s'identifie ni avec le pessimisme culturel réactionnaire de droite ni avec celui de gauche, évidemment. Il est dans une autre position qu'on pourrait définir, à mon avis, comme un pessimisme culturel résigné. Résigné. Hein, c'est-à-dire, bon, nous sommes en déclin, la civilisation est en déclin, le capitalisme, quelque chose de négatif, mais on ne peut pas y échapper. Hein. Voilà l'état d'esprit. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Hein. Bon. Maintenant, cette attitude d'antipathie, hein, quel est le terme, profonde antipathie à l'égard du capitalisme, elle est présente dans les écrits de Weber. Elle est présente. Elle est présente, y compris dans son livre le plus connu, qui est L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui, à certains égards, comme j'ai dit, apparaît comme une célébration du capitalisme, par sa rationalité, son efficacité, etc. Mais il y a le revers de la médaille. Et l'attitude personnelle, disons, de Weber envers le capitalisme apparaît surtout dans la fin, hein, le dernière page, où il y a une espèce de digression, où il abandonne son attitude, son habitus académique de sciences wertfrei, libre de jugement de valeur, pour adopter un style presque de prophète, disons, qui dénonce, etc. Bon. Donc, ces dernières pages de l'éthique protestante sont vraiment très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il commence cette digression, c'est juste les dernières pages, hein, en disant que dans le passé, l'humanité avait beaucoup plus de beauté et de plénitude. Alors, il ne dit pas quand était ce passé, peut-être la Grèce ancienne, hein, probablement la Renaissance, parce qu'il fait référence à Faust. Et il parle de l'universalité faustienne, hein, c'est-à-dire les Faust de Goethe était personnage universel, il était philosophe, théologien, homme de sciences, homme politique, écrivain, bon, tout à la fois. Hein. Bon, aujourd'hui, dit Weber, c'est fini, hein, c'est fini cette plénitude, cette beauté, cette universalité. Nous sommes dans le monde de la spécialisation étroite. Hein. Chacun fait un métier spécialisé dont il ne sort pas, etc. Bon, bien. Et qui est coupable de ça? Eh bien, ce sont les calvinistes, les protestants qui ont introduit le capitalisme, la modernité industrielle, etc., etc. Et alors, il a une phrase curieuse, hein, une phrase très curieuse, où il dit comme ça, l'ascèse puritaine a été la force que toujours, entre guillemets maintenant, toujours veut le bien et toujours crée le mal. Ça vous rappelle quelque chose, cette phrase? Bon, alors, oui? Méphistophéles dans les Faust de Goethe, sauf que Méphistophéles dit le contraire. Enfin, Faust dit du diable, Méphistophéles dans le Faust, qu'il veut toujours le mal, mais il finit par faire le bien. C'est-à-dire, il veut damner l'âme de Faust, l'amener aux enfers, il finit par le faire monter au ciel. Bon, donc il veut toujours le mal, et il finit par faire le bien. Sauf que Weber inverse la formule. Hein. Donc c'est un faustianisme pessimiste. Hein. Et il dit, voilà, les puritains, ils veulent toujours le bien, et ils font le mal. Et le mal, c'est quoi?
entre autres, c'est le capitalisme, et notamment dans ces contextes, la spécialité étroite et qui a détruit l'universalité. Bon, donc ça c'est un premier aspect. Bon, les critiques de Weber au capitalisme sont parfois assez proches de Marx, parfois. Et parfois tellement proches qu'il lui-même dit « Excusez-moi, mais j'emploie un terme marxiste ». Il est dit en toutes lettres. Bon, je vais vous citer un passage où il parle de l'exploitation de travailleurs. Alors, Weber dit... il parle des théologiens calvinistes qui expliquent aux ouvriers qu'ils doivent travailler beaucoup pour aller au ciel. S'ils ne travaillent pas énormément, ils seront damnés. Alors, dit Weber, eh bien, l'activité de ces théologiens calvinistes est un exemple typique de la manière dont l'ascèse calviniste éduquait le masse au travail, soit en termes marxistes, à la production de la plus-value, rendant ainsi tout simplement possible leur mise en valeur dans le rapport de travail capitaliste. Fin de la citation. Weber qui parle de plus-value et qui dit en termes marxistes. Bon, donc lui-même semble accepter l'analyse marxiste de l'exploitation et de l'extraction de la plus-value. Mais cela dit, il le cite, il le dit, mais ce n'est pas le centre de son intérêt. Ce qui l'intéresse, l'aspect qui lui semble le plus important dans l'analyse et la critique du capitalisme, c'est autre chose. Nous allons voir dans un instant. Bon. Alors, les capitalismes, c'est tout d'abord... Pour lui, il les voit comme une force contraignante, c'est-à-dire quelque chose qui impose aux individus une contrainte. Alors, je vais vous lire le passage. Les puissants cosmos de l'ordre économique moderne, c'est-à-dire le capitalisme, qui, liés aux conditions techniques et économiques de la production mécanique, détermine aujourd'hui, avec une force contraignante irrésistible, la vie, les styles de vie de tous les individus qui naissent au sein de cette machinerie. Et pas seulement de ceux qui gagnent leur vie en exerçant directement une activité économique. Bon, donc voilà, cet cosmos, cet univers économique moderne, capitaliste, donc industriel, mécanique, il détermine la vie de tous les individus avec une force contraignante. Une force contraignante, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas échapper à cette contrainte. Et tout le monde, non seulement ceux qui travaillent, mais leurs épouses, leurs enfants, tout le monde est soumis à cette puissance contraignante. Bon. Et donc, c'est là où, notre critique intéressante. Dans le capitalisme, il y a une inversion entre le moyen et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mode de production traditionnel, pré-capitaliste, les gens travaillent pour satisfaire leurs besoins. Parfois des besoins superflus ou des besoins nécessaires selon la classe sociale. Mais bon, l'activité productive, le travail, etc., était un moyen pour satisfaire une fin humaine qui est la satisfaction de besoins, besoins matériels immédiats, besoins culturels, etc. Bon. Dans le capitalisme, c'est le contraire, c'est-à-dire la production, l'accumulation du capital, l'accumulation d'argent, etc., c'est une fin en elle-même. C'est une fin en elle-même. Et on ne s'intéresse plus à la question de savoir si on va ou non satisfaire les besoins. Ça, c'est indifférent. Donc, ce qui était un moyen est devenu une fin en elle-même.
Et il dit, voilà quelque chose, bon, attends, je vais vous lire quand même, sinon vous n'allez pas me croire. Il dit que cette chose, hein, voilà, l'argent dans le capitalisme, hein, ou le capital on pourrait dire, est si purement conçu comme une fin en soi que mesuré au bonheur ou à l'utilité de l'individu singulier, il apparaît comme quelque chose de tout bonnement irrationnel. Irrationnel. Et cette inversion d'un état de choses qu'on pourrait qualifier de naturel peut être ressentie comme parfaitement absurde pour ceux qui ne sont pas habitués au capitalisme. Bon, voilà. Donc, il y a quelque chose d'absolument irrationnel dans le capitalisme. Pourquoi travailler, pourquoi passer toute sa vie à trimer, etc., à accumuler de l'argent, du capital, à s'enrichir, à devenir encore plus riche, etc. Pourquoi, hein? Bon, non, il n'y a pas de pourquoi. C'est une fin en soi. Hein? C'est une fin en soi. Ce n'est pas au service de quelque chose. Bon, voilà quelque chose d'irrationnel. Donc, il y a dans le capitalisme à la fois une suprême rationalité, hein, dans l'utilisation de moyens mécaniques pour la production, etc., etc., mais au fond de tout ça, il y a quelque chose d'absolument irrationnel. Hein. Bon, ça c'est aussi une critique qui, au fond, n'est pas tellement différente de celle des socialistes, des marxistes. Hein. Et par exemple, dans cette conférence sur le socialisme de 1918 dont je vous ai parlé, Weber dit, parlant du capitalisme, il y a cette inversion entre fin et moyen qui est, au fond, ce que disent les socialistes quand ils critiquent dans le capitalisme la domination des choses sur les êtres humains, les marchandises, etc. C'est les choses sur le capital, les choses qui dominent les êtres humains. C'est ce que moi j'appelle l'inversion entre fin et moyen. Donc il reconnaît que la critique qu'il est en train de faire est très proche, sinon identique, à celle que font les socialistes. Hein. Encore un paradoxe. Il est en train de faire une conférence contre le socialisme. Il est en train de la faire à des officiers de l'armée autrichienne, n'est-ce pas, qui sont tous réactionnaires. Et au milieu, il dit, mais il faut reconnaître que dans le capitalisme, il y a quelque chose d'absurde, qui est l'inversion entre fin et moyen. C'est ce que disent d'ailleurs les socialistes. Bon, voilà le paradoxe weberien. Bien. Donc ça, c'est une deuxième critique. Mais bon, la question la plus importante, quand même, pour Weber, c'est cette histoire de la contrainte. Hein, la contrainte inexorable qui exerce l'ordre économique capitaliste sur les individus. Et c'est là où il va il va introduire une allégorie, hein, un terme qui est au fond une allégorie. Hein. C'est la célèbre cage d'acier, hein, que j'utilisais pour le titre de mon livre, hein, la cage d'acier. Bon, première chose qu'il faut dire, cage d'acier, c'est une mauvaise traduction. Hein. Bon, alors pourquoi je l'utilise? Parce qu'elle est entrée dans le langage. Hein. C'est une traduction en anglais qui a été faite, Iron Cage, après on l'a traduit dans les autres langues. Bon, donc c'est entré dans le langage courant, sociologique et autres. Mais les termes exacts, c'est en allemand Stahl, hartes Gehäuse, habitacle dur comme l'acier. Un habitacle dur comme l'acier. Mais enfin, ce n'est pas tellement loin de la cage d'acier. Bon, alors il y a donc un passage où ce terme apparaît pour la première fois. Alors, il dit... pour les calvinistes, le monde extérieur, les marchandises et tout ça, c'était quelque chose de secondaire, mais c'était comme un manteau qu'on met sur le dos mais qu'on peut enlever.
Mais, dit Weber, la fatalité a fait que ce manteau est devenu un habitacle dur comme l'acier. Stahl hartes Gehäuse. Bon. Alors, fatalité. Alors, le mot, c'est à la fois quelque chose d'inévitable et quelque chose de mauvais. Hein. Fatalité au sens de mauvais. Hein. Donc, il y a le de funeste, hein, quelque chose d'inévitable et quelque chose de funeste. Hein. On voit là toute ce pessimisme culturel dont je vous ai parlé. Hein. Bon. Alors, et la même expression apparaît quelques lignes plus tard. Il parle à nouveau de l'habitacle. Et alors là, il y a une petite erreur de traduction, hein, dans la traduction française. Si vous lisez la traduction française, celle qui vient d'apparaître, hein, de l'éthique protestante de Jean-Pierre Grossin, la première fois, elle traduit Stahl hartes Gehäuse par habitacle dur comme l'acier, et après, elle traduit par carapace. Carapace. Et c'est vrai que le mot Gehäuse, habitacle, peut aussi être traduit par carapace, par exemple la carapace d'un escargot, hein, un escargot qui porte sa carapace sur son dos, etc. Bon, mais c'est une erreur. Pourquoi? Premièrement, parce que en lisant, on ne comprend pas que c'est les mêmes mots en allemand. Hein, c'est-à-dire, au début, hein, Gehäuse, c'est les mêmes mots, habitacle, et ce n'est pas deux mots différents. Si on met une fois habitacle après carapace, on ne comprend pas. Deuxièmement, la carapace, c'est pas quelque chose de dur comme l'acier, elle est très fragile d'ailleurs, si on voit un pauvre escargot, on l'écrase. Bon. Et surtout, la carapace de l'escargot fait partie de son corps, il ne peut pas sortir de sa carapace. Hein. Donc il est condamné à vivre dans la carapace. Tandis qu'une cage d'acier, on peut être enfermé à vie, mais on peut peut-être sortir. Hein. Le sens politique est très différent, est complètement différent. Hein. Donc voilà, c'est une erreur. Hein. C'est une erreur de traduire ça par carapace, mais il y a pas mal de gens qui le font, hein, pas simplement Grossin. Bon, alors, donc, c'est une allégorie, cette histoire de habitacle dur comme acier. Ce n'est pas un concept sociologique, c'est une allégorie. Et je dirais même, c'est une allégorie au sens que donne Walter Benjamin au terme d'allégorie. Hein. Il y a une définition d'allégorie par Walter Benjamin, que je ne sais pas si je vais trouver maintenant, qui est très belle, qui a une similitude étonnante avec Weber. Voilà. Alors, Walter Benjamin écrit, dans l'allégorie, c'est la facies hippocratica de l'histoire qui s'offre au regard du spectateur. Pardon. Souhaitez-moi bonne santé. Qui s'offre au regard du spectateur comme un paysage primitif pétrifié. C'est intéressant parce que nous allons voir, Weber utilise l'expression un univers pétrifié, hein, en parlant de l'avenir, hein, du capitalisme. Bon. Alors, facies hippocratica, comme vous savez, Hippocrate, fondateur de la médecine, faisait ses diagnostics en regardant le visage du malade. Hein. Regardez ses traits, ses yeux, etc. Voilà, il faisait les diagnostics. Donc, l'allégorie, elle regarde le visage malade de l'histoire et elle fait son diagnostic. Bon. Donc, voilà, c'est exactement ça. Hein. L'allégorie de Weber, c'est exactement ça dont parle Benjamin. Bon, alors, cet habitacle, donc, se réfère, c'est lui, disons, c'est une espèce de piège. Hein, le capitalisme nous enferme, tous les individus, dans une espèce de piège dont on ne peut pas s'échapper. Hein, et il impose, avec cette contrainte inexorable, notre destin. Hein. Donc, si on va être chômeur ou pas, si on va être expulsé de notre maison, comme c'est en train d'arriver, etc. Donc,
voilà un peu le monde, disons, dans lequel nous vivons, selon Weber. Voilà donc qu'est-ce que ça veut dire cette formule de l'habitacle dur comme l'acier. Bon, il est important d'insister que cette allégorie se réfère au capitalisme. Pourquoi j'insiste? Parce que dans les lectures nord-américaines, par exemple sociologiques de Weber, on parle de the bureaucratic iron cage, la cage de fer bureaucratique. Bon, c'est vrai qu'il y a certains textes de Weber où il parle aussi de la bureaucratie. Il parle de la cage d'acier, économique et bureaucratique, les deux. Mais dans l'éthique protestante, où ça apparaît pour la première fois de façon la plus intense, disons, ça se réfère explicitement au capitalisme. C'est important de faire ça parce que, évidemment, les sociologues officiels, disons, de l'Académie américaine n'aiment pas parler de capitalisme. C'est un mot qu'on n'utilise pas. Bon, un mot, disons, politiquement incorrect. Voilà, donc on ne l'utilise pas. Bon, mais Weber n'avait pas peur de parler de capitalisme. Il parlait tout le temps. Bon, donc, alors, il y a cette idée. Alors, parfois, il en parle comme étant la situation du présent. Dans l'éthique protestante, il dit, il parle, c'est le présent. Nous vivons dans une cage d'acier. Parfois, il en parle comme si c'était quelque chose de l'avenir. Alors, bon, il y a l'idée que... attends, où est-ce que ça apparaît? Un instant. Je pense que c'est dans un autre texte. Bon, oui, c'est dans un autre article, quelques années plus tard, il dit, bon, un jour, voilà, il parle de l'habitacle de la servitude des temps futurs. Alors, il situe ça dans l'avenir. Et il parle, on vivra comme le Félar dans l'état de l'Égypte ancienne. C'est curieux cette formule, le Félar dans l'Égypte ancienne. Parce que le mot Félar, c'est un mot de l'arabe moderne, tu ne vas pas me contredire, un mot de l'arabe moderne. Et l'Égypte ancienne, les paysans, on ne les appelait pas Félar. Bon, donc c'est bizarre. Mais enfin, l'idée, c'est dans l'avenir, nous serons soumis à une servitude comparable à celle de paysans dans l'Égypte pharaonique, disons, dans l'Égypte ancienne. Bon, c'est curieux cette image. Je pense que Weber est quelqu'un qui était très influencé par l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, bon, l'Égypte, c'est la terre de l'esclavage des Israélites. Donc il y a cette image, bon, l'Égypte, la terre de l'esclavage, l'Égypte ancienne de Pharaon. Bon, mais enfin, c'est ça l'avenir qui nous attend. Et c'est l'avenir qui risque de nous attendre. Bon. Mais les plus souvent, comme je dis, l'habitacle dur comme l'acier, c'est déjà, nous y sommes. Ce n'est pas un avenir lointain, une menace, non, nous y sommes déjà. Le capitalisme fonctionne comme ça. Il fonctionne comme cet habitacle où nous sommes enfermés. Bon. Alors... dans d'autres textes postérieurs, par exemple, non, à peu près de la même époque, Weber a écrit un article en 1906 à propos de la révolution en Russie, pas la révolution d'octobre, la première révolution, qui pour lui était une révolution bourgeoise. Il voyait ça comme une révolution bourgeoise. Et bon, mais peu importe, mais dans cet article il parle du capitalisme, il utilise un autre terme pour parler du capitalisme qui est intéressant. Il dit que le capitalisme, c'est un esclavage sans maître. Un esclavage sans maître. C'est-à-dire,
ce n'est plus le seigneur d'esclaves qui domine, c'est un système impersonnel. Hein. C'est un système impersonnel, les lois de l'économie, entre guillemets, etc. Les machines, le capital, des abstractions de choses. Ouais. Bon, ce n'est plus, c'est un esclavage sans maître. Enfin, c'est une formule assez dure. Hein. Et il continue en disant que on voit apparaître dans les institutions modernes, les sociétés capitalistes, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou dans les usines russes, les usines capitalistes russes en 1906, on voit partout l'habitacle pour la nouvelle servitude. Hein, c'est-à-dire on prépare l'habitacle pour la nouvelle servitude. Hein. Et dans ces contextes, il va faire, toujours dans le même passage, dans le même article, il va écrire quelque chose qui est très étonnant sur le capitalisme. Je cite, parce que c'est vraiment intéressant. Il est parfaitement ridicule d'attribuer à l'actuel capitalisme, à son apogée, tel qu'il existe en Amérique et tel qu'il est actuellement importé en Russie, c'est la Russie tsariste en 1906, phénomène inéluctable de notre évolution économique, on retrouve cette espèce de fatalité, il est ridicule de lui attribuer à ce capitalisme une affinité élective avec la démocratie ou même avec la liberté, en quelque sens du terme que ce soit. Donc, contrairement à ce qu'ils disent les libéraux, les apologètes du capitalisme, il n'y a aucune affinité entre capitalisme d'une part, démocratie et liberté de l'autre. La seule question qui se pose, c'est de savoir comment, sous la domination du capitalisme, toutes ces choses, la démocratie et la liberté, seront à la longue possibles. Fin de la citation. Une critique radicale du capitalisme du point de vue de la démocratie et de la liberté. C'est encore quelque chose. C'est-à-dire, au fond, Weber, c'est une espèce de libéral atypique, et c'est au nom de la démocratie et de la liberté de l'individu qu'il va critiquer le capitalisme, comme un système qui détruit nos libertés, qui nous enferme dans une cage d'acier et nous soumet à une contrainte insupportable, qui est un vrai esclavage, mais impersonnel. C'est un peu ça le diagnostic du capitalisme qui est un peu, disons, ramassé dans cette allégorie, disons, de la cage d'acier. Bon. Alors, c'est qui... Alors, je disais au début que le pessimisme culturel de Weber, c'est un pessimisme résigné. Un pessimisme résigné. Et ça transparaît tout le temps, bon, quand il dit inévitable, fatalité, bon, ça revient constamment, cette idée. Nous sommes condamnés à vivre dans le capitalisme. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Il y a chez Weber un élément qu'on pourrait dire nietzschéen. C'est-à-dire, vous savez que Nietzsche prêchait l'acceptation héroïque de son destin. D'ailleurs, le seul vrai héros, selon Nietzsche, est celui qui accepte son destin. Et qui, même qui l'aime. Il y a une expression en latin, amor fati, amor fati, l'amour du destin. Bon. Bon, il y a un peu de ça chez Weber, c'est-à-dire le vrai héros est celui qui accepte la fatalité parce qu'elle est inévitable, qui n'essaie pas de trouver des fausses sorties, des illusions. Non, il n'y a pas de sortie, surtout pas le socialisme, qui est une illusion, une mystification. Bon, donc nous sommes condamnés à cette cage d'acier, à vivre dans cette cage d'acier. Bon, c'est là évidemment où le contraste avec Marx est évident. C'est-à-dire, Marx évidemment croit, à juste titre, je pense, qu'il existe un marteau avec lequel on peut casser les barres de la cage d'acier.
Et ces marteaux s'appellent la lutte des classes, la révolution, etc. Donc là, il y a évidemment une différence évidente. Une différence évidente. Bon, cela dit, Weber, tout en étant donc ces personnages résignés, il ne résiste pas à la tentation de se laisser aller à rêver d'une sortie de la cage d'acier. Contrairement à ce qu'il dit constamment, il dit il n'y a pas de sortie, nous sommes condamnés, c'est une fatalité, c'est irréversible. Nous devons vivre dans le capitalisme, c'est notre destin, etc. Ça revient comme une ritournelle dans ses écrits, notamment dans l'éthique protestante. Mais encore une fois, dans les dernières pages, il y a une espèce d'utopie, juste suggérée, mais elle est présente. Pas comme quelque chose de nécessaire, mais comme une espèce d'espérance désespérée, disons. Alors, c'est quoi cette utopie? Elle n'est pas socialiste, évidemment. Je dirais que c'est une utopie romantique. C'est-à-dire, c'est référent à des valeurs du passé. C'est ça, le romantisme. Bon, je n'ai pas le temps de développer. Bon, c'est une utopie romantique qui prend la forme suivante. Je vais vous lire quelques passages. Alors, il dit... bon, personne ne sait encore qui à l'avenir logera dans cet habitacle, dans cette cage d'acier. Ou si au terme de prodigieux développements, nous verrons surgir des prophètes entièrement nouveaux ou une puissante renaissance des pensées et des idéaux anciens. Ou alors, si rien de tout cela ne s'est produit, une pétrification mécanisée. Alors voilà, donc l'avenir, il est encore indéterminé. D'une part, on continue sur la voie capitaliste de la cage d'acier et on finit dans une pétrification mécanisée. C'est curieux qu'il emploie les mêmes termes que Walter Benjamin 10 ans plus tard, en parlant de l'allégorie, un paysage pétrifié. C'est exactement ça, un paysage pétrifié. Donc on va vers une pétrification mécanisée, c'est l'avenir qui nous prépare le capitalisme, à moins que surgissent des prophètes entièrement nouveaux. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors on sait que Weber était un grand admirateur des prophètes de l'Ancien Testament. Il trouvait que... il disait les prophètes de l'Ancien Testament ont inventé l'éthique religieuse par une rupture avec l'univers des religions anciennes qui étaient magiques. Les religions anciennes étaient magiques, c'est-à-dire on faisait des rituels pour gagner l'aide des dieux, pour que les dieux nous envoient la pluie, etc. Bon. Les prophètes bibliques ont introduit une religion éthique et non magique. Bon. Alors, quels sont les nouveaux prophètes? Contre quelle magie ils se rebellent? Quelle est l'éthique qu'ils proposent? Alors, l'éthique qu'ils proposent, Weber l'a dit, c'est les valeurs anciennes, les pensées et les idéaux anciens. Alors, ça, c'est le romantisme. Il faut revenir à des pensées et des valeurs et des idéaux anciens. Alors, quelles sont ces valeurs et ces idéaux anciens? Bon, il ne les dit pas. Mais il y a, je pense que c'est la toute dernière phrase de l'éthique protestante, il y a une suggestion, disons, une piste de quelle valeur il s'agit. Alors, il dit... oh là là. Alors, il poursuit son raisonnement, il dit dans cet avenir, dans cet habitacle de la nouvelle servitude, les derniers hommes de ce développement culturel seront des spécialistes sans cœur, non, des spécialistes sans esprit et des jouisseurs sans cœur.
Ça, c'est entre guillemets, comme s'il était en train de citer quelqu'un. Mais personne n'a trouvé d'où vient cette phrase. Hein. Ce n'est pas une citation. Apparemment, c'est de Weber lui-même, mais pourquoi il l'a mis entre guillemets, on ne sait pas. Bon, donc, l'avenir, si on continue dans la trajectoire du capitalisme, sera un avenir de spécialistes sans esprit et des jouisseurs sans cœur. Bon, voilà, là on trouve deux de ces valeurs anciennes que le prophète nouveau pourrait rétablir, hein, l'esprit et le cœur, hein, Geist und Herz, hein, des valeurs romantiques, bien entendu, hein, valeurs romantiques. Bon. Donc, voilà un peu l'utopie, entre guillemets, weberienne, l'utopie romantique weberienne, que des prophètes nouveaux apparaissent qui vont rétablir l'esprit et le cœur. Hein? Bon, c'est quelque chose comme ça. Bon, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il a développé, ça reste comme ça à l'état d'esquisse, hein, des suggestions. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout la proposition de Marx qui est casser le barreau par la révolution. Hein? Bon, alors, maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la postérité, disons, de Weber dans le marxisme. Hein? Bon. Il y a un courant dans le marxisme du XXe siècle, ou disons plutôt autre chose. Il y a plusieurs figures dans l'histoire du marxisme au XXe siècle qui vont s'approprier de certaines idées de Weber. Hein, certaines idées de Weber. Et on peut, disons, voir un peu, c'est des appropriations très différentes, hein, très différentes. Ça ne va pas toujours dans le même sens, mais il y a pas mal de marxistes qui vont trouver important de s'approprier de certains arguments, concepts, etc. de Weber. Bon, je vais donner quelques exemples. Walter Benjamin. Hein, Walter Benjamin. Bon, il faut dire qu'à l'époque où il s'intéresse à Weber, il n'était pas encore marxiste. Mais enfin, Walter Benjamin a écrit en 1921 un fragment qui s'appelle « Le capitalisme comme religion », qui est une analyse du capitalisme, pas comme simplement produit de la religion, mais comme lui-même étant une religion. Et là, il s'appuie sur Weber, mais il va bien au-delà de Weber. Mais son point de départ, c'est Weber. Mais bon, je ne peux pas développer, mais c'est un exemple. Bon, d'autres marxistes vont s'approprier de Weber d'une façon étonnante. Par exemple, Gramsci. Gramsci fait de référence à Weber dans les cahiers de prison. Et qu'est-ce qui l'intéresse chez Weber ? Justement, les choses que certains marxistes critiquent, c'est-à-dire l'importance de facteurs spirituels, éthiques, des idées. Hein. C'est-à-dire, il prend Weber dans une interprétation traditionnelle, disons, et il dit, Weber nous montre comment des idées, des valeurs, des religions, des configurations culturelles, spirituelles, ont un rôle décisif dans le processus historique, y compris à l'origine du capitalisme. C'est-à-dire, l'éthique protestante a contribué à l'origine du capitalisme. Donc, les idées ont un impact très important dans la vie sociale et dans l'histoire humaine. Et alors, c'est évident que Gramsci est en train d'utiliser Weber comme munition dans sa polémique contre les visions économicistes, disons, ou matérialistes vulgaires du marxisme, qui réduisent le marxisme à une théorie de la détermination économique, etc. Bon, où il n'y a plus de place pour le rôle des idéologies, des idées, de la culture, des valeurs, etc. Bon, et donc Gramsci est en guerre contre cette interprétation réductionniste du marxisme, qui était celle de la Deuxième Internationale, mais aussi de Boukharine et d'autres figures de la Troisième Internationale. Bon, donc il est en polémique et il va utiliser Weber comme munition en disant, regardez, Weber nous montre l'importance des idées, y compris religieuses, dans l'histoire. Voilà. Bien. Mais ce n'est pas tout. Gramsci
dit, voilà, Weber nous montre l'importance qu'a eu la réforme protestante pour changer l'histoire, hein, en permettant le développement de la modernité, du capitalisme, de la société bourgeoise, etc. Nous, socialistes, nous révolutionnaires, nous communistes, ce que nous voulons, c'est aussi une réforme intellectuelle et morale équivalente à celle des protestants, mais évidemment dans un autre contexte. Et pour nous aussi, il s'agit de montrer que les idées, la théorie, la philosophie de la praxis, le marxisme, est un facteur historique décisif. Hein. De la même façon que la religion, à travers la réforme protestante, a joué un rôle dans l'histoire en favorisant l'essor du capitalisme, les idées, la philosophie, la théorie marxiste va jouer un rôle dans la révolution que nous voulons, qui va introduire une nouvelle société, etc. etc. Hein. Donc, il y a cette valorisation du rôle historique des idées, de la culture, de l'éthique, etc. C'est quelque chose d'essentiel pour Gramsci, et il va se référer à Weber comme quelqu'un qui a compris cet aspect. Hein. Donc, voilà un exemple de comment un grand penseur marxiste du XXe siècle, comme Antonio Gramsci, va s'approprier, disons, de Weber. Bon, on pourrait donner d'autres exemples. Il y a une série d'autres cas, mais vers les années 1950, Maurice Merleau-Ponty écrit un livre qui s'appelle « Les aventures de la dialectique ». Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Le marxisme weberien ». Alors, c'est lui qui a inventé cette expression, le marxisme weberien. Alors, qu'est-ce que c'est le marxisme weberien? Bon, c'est des marxistes qui se sont appropriés d'une façon substantielle, disons, de certaines idées de Weber. Et il donne un seul exemple qui est Georges Lukács. Mais le Georges Lukács d'Histoire et conscience des classes, 1923. Il dit, voilà, Georges Lukács, c'est un marxiste weberien. C'est le premier marxiste à, disons, rendre justice à Weber, à utiliser Weber pour sa compréhension de l'histoire, etc., etc. Bon, donc voilà, poser, disons, une hypothèse. Hein, il existerait un marxisme weberien, c'est-à-dire pas disons, le marxisme weberien, c'est pas un mélange de deux choses, c'est des gens qui sont marxistes fondamentalement, mais qui s'approprient d'idées, de concepts de Weber. Alors, pour Maurice Merleau-Ponty, c'est Lukács. Et effectivement, Lukács, on trouve chez Lukács plusieurs, dans l'Histoire et conscience des classes, plusieurs références à Weber, positives toujours, comme celui qui a compris la logique de la réification capitaliste, la domination des choses sur les êtres humains, comme celui qui a compris comment l'État, la bureaucratie, la loi, le système juridique, etc., tout ça est soumis à la logique du capital et à la logique de la marchandise, de la réification, etc. Bon, donc il y a plusieurs moments où Lukács va se référer à Weber, va les citer, va s'inspirer de ses analyses, donc va s'approprier de la critique weberienne du capitalisme. Hein. Donc, effectivement, Lukács, c'est quelqu'un qu'on pourrait, hein, c'est une hypothèse évidemment, sujette à discussion, que c'est une espèce de marxiste weberien. Mais on pourrait trouver d'autres exemples, par l'école de Francfort. Hein. Dans l'école de Francfort, Weber aussi, c'est une référence très importante, hein, pas toujours explicite d'ailleurs, hein, mais les concepts de raison instrumentale et la critique de la rationalité instrumentale dans l'école de Francfort, c'est Marx, évidemment, mais c'est aussi Weber. Hein. Ça a aussi à voir avec des choses qu'on trouve chez Weber. Donc on pourrait dire, bon, une hypothèse, l'école de Francfort elle-même, ça relève aussi d'une certaine façon d'un marxisme weberien. Bon, donc il y aurait tout un champ, n'est-ce pas, à explorer des auteurs qui seraient des marxistes weberien, et on peut se demander si en France il y a eu aussi marxisme weberien. Bon, les cas les plus évidents, c'est
Merleau-Ponty lui-même, hein, au moins pendant une période, hein, après il va s'éloigner du marxisme. Mais dans une première période, dans les années 50, les plus proches du marxisme, bon, il est lui-même une espèce de marxiste weberien. Hein. Ce n'est pas un hasard s'il a inventé le terme. Hein. Donc il est lui-même assez proche de ce qu'on pourrait désigner par ce terme. Et par la suite, bon, c'est déjà plus compliqué. Il y a eu des marxistes qui se sont intéressés à Weber, comme Jean-Marie Vincent ou Catherine Colliot-Hélène, mais est-ce qu'on peut le caractériser comme marxiste weberien, etc. Bon, là, il y a des points d'interrogation. Je ne veux pas entrer dans les détails, ça serait trop loin. Bon. Bien. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, pour conclure, disons, sans nullement sous-estimer hein, les oppositions, les contradictions évidentes, hein, théoriques, philosophiques, politiques, surtout politiques, j'insiste, entre Weber et Marx. Bon, il y a chez Weber deux choses qui nous intéressent. Bon, d'une part, son appropriation de certaines idées de Marx, sa valorisation de la pensée de Marx comme quelque chose d'important scientifiquement, son affinité avec certaines critiques marxistes du capitalisme, et ensuite, un autre aspect qui nous intéresse, c'est sa propre critique du capitalisme, qui n'est pas celle de Marx, bon, mais qui nous intéresse, qui est celle de ce que j'appelle l'allégorie de la cage d'acier. Elle nous intéresse pourquoi ? Parce que, et là je dis mon avis, bon, elle correspond d'une façon très frappante au monde où nous vivons. Hein. Elle est encore plus valable à notre époque qu'à celle de Weber. Hein. C'est-à-dire le capitalisme comme cage d'acier, hein, qui est, disons, un piège dans lequel nous sommes enfermés, qui nous écrase et qui détermine notre vie, cette espèce de, disons, de pouvoir écrasant de l'ordre économique capitaliste. Bon, ça c'est encore beaucoup plus valable à notre époque qu'à celle de Weber. Bon, évidemment, je ne partage pas la conclusion, le pessimisme résigné de Weber. Je crois, comme nous tous marxistes, que on peut casser cette cage, mais bon, les diagnostics, je pense qu'il est extrêmement actuel. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, la violence légitime, monopole de la violence légitime. Bon, effectivement, chez Engels, et un peu moins chez Marx, mais surtout chez Engels, dans l'origine de l'État, de la famille et de la propriété privée, il est question de l'État comme organisation de la violence, hein, comme groupe d'hommes armés. Hein, c'est-à-dire, il met la violence au cœur de ce qui définit l'État. Et sans doute, Weber s'est inspiré de ça, sans doute. Simplement, Weber insiste plus, peut-être que Engels ou Marx, sur le fait que ce monopole, pour qu'il puisse fonctionner, doit être considéré légitime. Et en fait, il va s'intéresser surtout aux formes de légitimation, hein, pas tellement à la violence en tant que telle, mais aux formes de légitimation. Et là, il parle de légitimation bureaucratique rationnelle, légitimation traditionnelle, légitimation charismatique, etc. Bon, il a fait une typologie intéressante de formes de légitimation. Donc, l'accent est mis sur la légitimation, tandis que chez Marx et surtout Engels, l'accent est mis sur le fait qu'il s'agit de violence. Hein. Mais bon, les deux ont en commun cet élément. Hein. Alors, il y a une chose curieuse, c'est que je pense que c'est dans la conférence sur le socialisme, je ne suis pas sûr, Weber rend une espèce d'hommage à Trotsky. Hein. Alors il dit, comme dit Léon Trotsky, et c'était au moment de négociation de Brest-Litovsk, l'État, en dernière analyse, c'est la violence. Hein. Et voilà, mais ce n'est pas la violence révolutionnaire comme pense Trotsky. Enfin, après, il va se dissocier de Trotsky, évidemment. Mais il y a un moment où il dit, oui, effectivement, nous sommes d'accord. Hein. Moi et les marxistes, bon, l'État, en dernière analyse, ça a à voir avec la violence. Hein. Donc, effectivement,
non seulement il a un rapport direct avec les thèses marxistes, mais il était conscient de cette analogie, disons, pour le moins, de cette analogie. Bien. Alors, Maria Grazia, Walter Rathenau, oui, c'est intéressant, effectivement, ces deux personnages qui relèvent de cette espèce de schizophrénie philosophique, disons. C'est-à-dire, Walter Rathenau, c'est un grand capitaliste, bon, c'est l'héritier de la Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, la compagnie d'électricité privée en allemande, donc l'homme de la grande industrie, et l'auteur d'un livre de critique du machinisme, de l'industrie, de la mécanique, etc. Bon. Hein? Oui, il n'a pas aussi voulu de la guerre. Bon, mais je parle de cet ouvrage contre l'industrie, la mécanique, la mécanisation, etc. Et lui, il est à la tête de la plus grande industrie allemande. Bon, donc il y a ces paradoxes. Donc Rathenau aussi, c'est un homme divisé, un homme partagé, bon, qui... au début de la guerre, il est avec la monarchie, même s'il a des critiques, etc. Après, il adhère à la République de Weimar. Il va être ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar, assassiné par un monarchiste fanatique parce qu'il était juif. Bon, ah oui, j'ai oublié, il était juif et prussien. C'est-à-dire les plus juifs des Prussiens, les plus prussiens des juifs. Bon, mais il s'est considéré comme allemand. Il disait, non, je suis allemand, mon sang est allemand, vous pouvez voir, etc. Mais enfin, il était juif, vous ne pouvez pas échapper à sa judéité. Bien. Donc, personnage tout à fait clivé, divisé, bon, et tragique, puisqu'il a été assassiné. Donc, il y a beaucoup de choses en commun avec Weber. Je ne sais pas s'il y avait un rapport entre les deux, ça, je ne sais pas. Il faut faire un peu, voir les biographies des uns et des autres pour voir s'il y a un moment ou un autre se sont rencontrés, ça, je ne sais pas. Mais enfin, il y a un parallélisme assez étonnant entre leurs conditions, disons, de personnages divisés. Bon. Alors, les recherches de Weber sur les paysans de l'Elbe, oui, effectivement, là aussi, on est en plein dans la contradiction, c'est-à-dire Weber est capable de faire une analyse matérialiste disons, des développements économiques, du fonctionnement du capitalisme, de classe sociale, etc., etc. Mais en dernière analyse, son point de vue est nationaliste allemand. C'est la patrie allemande qui est en danger dans l'Elbe parce que les ouvriers allemands sont en train d'être remplacés par les Polonais. C'est la faute aux latifondistes qui préfèrent les Polonais qui sont moins chers, etc. Mais enfin, c'est une analyse nationaliste. Et c'est ça, les personnages. C'est quelqu'un qui, dans ses analyses théoriques, peut être très proche d'utiliser la méthode de Marx, mais son point de vue politique, c'est le nationalisme allemand, c'est le patriotisme allemand, c'est l'impérialisme allemand. Bon, c'est comme ça. Ça fait justement, c'est encore un exemple des contradictions du personnage. Bon, alors, Anthony. Alors, je ne peux qu'être d'accord quand vous dites que Weber, c'est un bon exemple de ce que disait Goethe, ou Heine, je ne sais plus. Goethe, il y a deux âmes dans ma poitrine. Bon, Heine le citait, oui. Bien, je ne sais pas si Weber était conscient de ça, contrairement à Goethe. Je ne sais pas s'il était conscient de cette division, de cette tension, de cette contradiction. Mais enfin, elle est là. Alors, est-ce que la sociologie de Weber est anti-historiciste? Est-ce que c'est là la différence avec Marx? Je dirais oui et non. Bon, je pense que le marxisme, la méthode de Marx, c'est un historicisme absolu, comme disait Gramsci. Je pense qu'il a absolument raison. Le marxisme est un historicisme absolu. Tandis que Weber, il est à la fois historiciste et anti-historiciste. Il est à cheval entre les deux. C'est-à-dire, il est, en partie, il est influencé par la sociologie positiviste. Il veut faire une sociologie qui n'est pas historiquement limitée, qui construit, comme vous dites, des types idéaux, etc. Bon. Mais en même temps, il sait que les types idéaux sont construits à partir de la réalité historique. C'est-à-dire, quand il parle de l'esprit du capitalisme comme type idéal,
Bon, c'est historique quand même. C'est construit à partir de la réalité historique de l'Angleterre, à partir des États-Unis du XVIIe siècle, etc. Donc, là aussi, c'est quelqu'un qui, par certains égards, est encore dans l'historicisme et par certains égards, il essaie de s'en échapper. Bien. Alors, dialectique versus néocantisme. Ces concepts ne peuvent pas rendre compte de la réalité en mouvement. Là, je pense que c'est allé un peu trop vite, là. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, il y a des analyses weberiennes de réalité qui sont en mouvement, qui sont intéressantes, qui sont tout à fait pertinentes. Mais, bon, il y a des limites. Il y a des limites dans sa compréhension de la réalité parce que, bon, il a une méthodologie qui est néo-kantienne, il a une idéologie qui est nationaliste, allemande, etc. Bon, mais, bon, c'est vrai que le type idéal, c'est une méthode néo-kantienne, c'est vrai. Tandis que le concept marxien est dialectique. Donc là, ça fait une différence et ça fait que l'analyse que fait Marx du Capital dialectique est beaucoup plus riche que celle de Weber. Mais enfin, le type idéal de Weber est quand même quelque chose d'intéressant. Oui, bon, tout à fait d'accord avec vous que Weber, politiquement, était quelqu'un de pathétique. D'ailleurs, il a raté sa carrière politique du début à la fin. Il ne savait pas où se positionner. Il n'était ni avec les conservateurs, parce qu'ils étaient trop traditionnalistes. Lui, c'est un homme de la modernité. Il n'est contre les modernistes libéraux bourgeois, parce que, bon, à cause de tout ce qu'on a vu. Il est critique du capitalisme, mais il n'est pas socialiste. Il est nulle part. Il ne trouve pas sa place. Il essaie de s'accrocher à ce parti démocrate qui lui-même est quelque part au milieu, mais même dans le Parti démocrate, il n'arrive pas. Et donc, finalement, il est suspendu dans l'air. Il est littéralement suspendu dans l'air. Voilà. Donc, tout à fait d'accord. Et voilà. Et je dis, vous avez tout à fait raison. La différence avec Marx, avec Lukács, avec Gramsci, c'est que chez eux, bon, il y a un choix, une option, un positionnement clair dans la lutte des classes, du côté des classes subalternes. Et voilà, c'est tout. Bon. Et tandis que Weber, il flotte dans l'air. Bon. Alors, est-ce que pour Weber, la solution, c'est le chef charismatique? On l'a souvent dit ça. Il y a des textes de Weber qui laissent entendre ça. C'est-à-dire, quelle est l'alternative à la bureaucratie? C'est le charisme. Le charisme, c'est le remède à la maladie bureaucratique. Il y a un peu de ça. Et dans les textes que j'ai lus, il parle des prophètes nouveaux. Mais c'est quoi un prophète? C'est un personnage charismatique, évidemment, d'un type particulier. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu, chez Weber, cette idée que la seule alternative à la bureaucratie, c'est le charisme d'un chef, ou d'un prophète. Voilà. D'accord. Bon, alors, sur le pessimisme culturel, je suis d'accord, tout à fait. Je pense que j'ai dit quelque chose d'analogue, c'est-à-dire le pessimisme culturel a un versant conservateur, auquel appartiennent bien entendu Spengler et Toynbee, mais pas seulement. Bon, il existe un livre sur le pessimisme culturel par un historien allemand qui s'appelle Fritz Stern, qui présente, analyse 3 auteurs allemands du tournant du siècle, qui sont Lagarde, Müller, Van der Broek et l'autre, j'ai oublié les noms, qui sont 3 précurseurs du nazisme. 3 précurseurs. Donc, il y a tout un courant réactionnaire dans le pessimisme culturel. Simplement, on ne peut pas limiter le pessimisme culturel à cette variante réactionnaire. C'est ça la critique que je ferai à Fritz Stern. Il y a un courant qui est, bon, comme je dis, résigné, qui est modéré. Bon, il y a là je cite, il y a des écrivains comme Thomas Mann, des sociologues comme Tönnies et Weber, qui sont des romantiques résignés, et il y a les romantiques révolutionnaires. Bon, je citais Walter Benjamin, mais on pourrait donner d'autres exemples, même l'école de Francfort. Donc, il y a un pessimisme culturel révolutionnaire. Donc, nous sommes bien d'accord qu'il faut prendre en compte cette diversité,
Mais il faut situer Weber dans ce spectre, disons, du pessimisme culturel parmi le pessimiste résigné. Hein, voilà. Maintenant, sur l'ambivalence de Weber, bon, nous sommes bien d'accord. Bon, le nationalisme, libéral, bon, il y a ces différents aspects en tension. Bon, anticommunisme, oui, bien sûr. Bon, quand Weber parle du socialisme, bon, le terme communisme commençait à peine à être utilisé. Hein. Quand il parle de socialisme, en fait, Weber pense à la fois aux sociodémocrates allemands et aux bolcheviks. Hein. Il ne fait pas encore très clairement la distinction. Tout ça, c'est des variantes du socialisme pour lui. Mais mon impression, bon, c'est que sa principale critique au socialisme n'est pas tellement que le socialisme est une éthique des convictions et qu'ils veulent substituer la rationalité bureaucratique par l'amour et la fraternité. Bon, il y a de ça aussi, mais surtout il y a l'idée qu'ils veulent, mais leur politique conduit à simplement remplacer les capitalismes privés par un capitalisme d'État bureaucratique. Au fond, c'est ça un peu la critique qu'il fait aux socialistes. Et donc, il dit, voilà, ce n'est qu'une variante encore pire de la cage d'acier, bon, parce que les capitalistes privés seront substitués par l'État comme capitalistes collectifs, disons. Bon. Maintenant, oui, voilà, c'est ça. Alors, les révolutions en Bavière et à Berlin, bien entendu, Weber était adversaire des révolutions. Bon, il les dénonce comme de la confusion, comme l'éthique des convictions poussée jusqu'à l'absurde, comme bon. Donc, il a une attitude de hostilité évidente aux révolutions, mais il faut dire quand même qu'il a eu le courage de témoigner en faveur d'un de ses disciples, qui était un des dirigeants de la révolution en Bavière, hein, qui était l'écrivain Ernst Toller, hein, un jeune poète, écrivain expressionniste, qui s'est trouvé propulsé par les hasards des événements à la tête de la République de Conseil d'ouvriers et soldats de Bavière, hein, qui a duré 3 semaines. Il était rien que le chef de l'armée rouge de Bavière. Hein. Bon, les pauvres. C'était un poète expressionniste. Hein? Bon, il ne connaissait rien à l'art militaire. Bon. Et voilà. Et après, il a été arrêté, jugé, et il allait être condamné à mort. Hein? Et donc, Weber est allé au tribunal, et il a dit, mais écoutez, laissez ces pauvres diables tranquilles, c'est un poète, il a la tête dans le nuage, il ne comprend rien à la politique, vous ne pouvez pas l'accuser, il n'a fait aucun crime. Enfin, il a pris sa défense, à sa façon, évidemment. Hein. Évidemment, sans avaliser sa politique, mais il a pris sa défense. Et ça a contribué à sauver sa vie. Il a été condamné à la prison seulement. Bon, voilà, ça fait partie de contradiction du personnage. Bon, j'arrive à la dernière question. Oui, alors, je dirais, vous avez posé des questions, je dirais oui pour la première et non pour la deuxième. Oui, Weber est un romantique, hein, c'est évident. Alors, qu'est-ce que c'est le romantisme? Bon, enfin, je pense, je m'appuie sur Lukács, sur d'autres marxistes pour définir le romantisme comme une critique du capitalisme au nom de valeurs du passé, hein, qui n'est pas nécessairement réactionnaire, hein, il y a du romantisme révolutionnaire. Bon, donc le pessimisme culturel, c'est une manifestation du romantisme. C'est une des formes qui prend le romantisme en Europe centrale à la fin du 19e. Et ce romantisme peut être à nouveau conservateur, réactionnaire, résigné ou révolutionnaire. Et Weber appartient au romantique résigné. Alors Carl Schmitt, c'est une autre histoire, parce que Carl Schmitt, c'est un réactionnaire pur, hein, même pas romantique, c'est un réactionnaire un contre-révolutionnaire avant tout. Son problème, c'est d'écraser la révolution, et pas la dictature, parce que c'est le seul moyen, et qui va adhérer au nazisme, bon, mais qui est un penseur diaboliquement intelligent. Bon, Carl Schmitt. Mais Carl Schmitt a écrit un livre sur le romantisme, qui est un livre contre le romantisme.
où il dit que le romantisme n'a aucune consistance parce que c'est simplement une opportunité pour faire de l'esthétique. Alors on fait de l'esthétique avec la monarchie, ça donne des romantiques monarchiques. On fait de l'esthétique avec la République, il y a des romantiques républicains et ainsi de suite. Il n'y a rien de sérieux. C'est de la... il y a une expression, maintenant je ne me rappelle pas exactement, mais c'est un esprit féminin, le romantisme. Hein, parce que les femmes, comme tout le monde sait, sont instables, sont mobiles, etc., manquent de consistance et de cohérence. Donc, le romantisme pâtit d'un déficit de virilité, c'est ce qu'il dit, et d'une attitude féminine. Bon. Je ne peux pas partager ce type d'analyse. Je pense que le romantisme a de la consistance, hein, ce qui n'empêche pas qu'il est très hétérogène politiquement. Hein, très hétérogène, c'est autre chose. Bon. Effectivement, si le romantisme c'est une critique de la modernité industrielle capitaliste occidentale au nom des valeurs du passé, ça peut conduire à la réaction, effectivement, mais il y a un romantisme révolutionnaire. Hein, il y a un romantisme révolutionnaire dont font partie Rousseau, pour commencer. Hein, Rousseau était le premier romantique révolutionnaire qui se réfère au passé, à l'état des natures, pour critiquer la propriété privée, la société moderne, mais qui ne veut pas revenir à l'état des natures, mais qui veut créer une nouvelle société où on peut retrouver la liberté et l'égalité qui existaient à l'état des natures. C'est ça le romantisme révolutionnaire. Hein. On ne va pas revenir au passé, mais on veut créer une nouvelle société où ce qu'on a perdu et qui était dans le passé va être retrouvé sous une forme nouvelle. Et après Rousseau, il y a beaucoup d'autres. Il y a William Blake, il y a Fourier, il y a Heine, il y a William Morris, il y a Ernst Bloch, il y a les surréalistes, il y a toute une coulée, disons, du romantisme révolutionnaire. Bon, et ça, Carl Schmitt, non, il ne comprend rien, ça. Il voit ça simplement comme de l'esthétique, il fait des analyses très superficielles. Je trouve que c'est un des livres les plus superficiels de Carl Schmitt. Donc, je pense que ça ne s'applique pas à Weber. Hein. Weber, bon, il a une position propre dans cet éventail du romantisme, c'est le romantisme résigné. Bon, ce qui fait qu'il est coincé. Bon, le romantisme résigné, ce n'est pas le romantisme réactionnaire conservateur, ce n'est pas le romantisme révolutionnaire. Donc, il est un peu, disons, dans une position instable, difficile, mais bon, c'est une position qui a sa cohérence, quoi. Voilà.